Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Congo-Brazzaville, notre dossier du jour sera consacré à l'enseignement supérieur congolais. Focus donc sur le développement et la modernisation au sein de l'université Marième Gouabi. Au sommaire également, les tensions persistent en Côte d'Ivoire. Mercredi 18 janvier, des tirs ont encore été entendus dans différentes villes du pays. La prime accordée à certains mutins à la mi-janvier par le gouvernement ivoirien a entraîné les revendications des gendarmes qui s'estiment aussi lésés. Le gouvernement a annoncé des mesures. Au sommaire également, la crise post-électorale en Gambie. La tension était palpable dans la nuit du mercredi 18 janvier au 19 janvier en Gambie. Des troupes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se tiennent prêtes à intervenir dans le pays à partir du Sénégal en cas d'échec des efforts diplomatiques pour convaincre le président sortant Yaya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow qui a prêté serment ce jour au Sénégal. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. D'abord, bienvenue à Daniel Tonyeng, écrivain. Merci bien. Bienvenue également à nos deux éditorialistes, Alfred Chango et Daoud Attal. Merci Diarra. Merci Diarra. Tout de suite, l'info du jour. Revendication en chaîne en Côte d'Ivoire. Cette fois, ce sont les gendarmes rejoints par d'autres soldats et des gardes pénitentiaires qui réclament une prime et une amélioration de leurs conditions de travail. Un plan d'urgence a été mis en place par le gouvernement ivoirien. Les détails n'ont pas été communiqués, mais les autorités réitèrent leur volonté de préserver le climat de stabilité sociale et politique dans le pays. Explication de Déo Gracia Sokpodo. La situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire demeure inquiétante. Depuis plusieurs jours, les mouvements de mécontentement se multiplient à travers le pays, menés notamment par des agents de l'administration publique et certains corps de l'armée nationale. Les soldats revendiquent entre autres le paiement de certaines primes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Essentiellement issus des ex-forces armées des forces nouvelles, ils avaient participé aux opérations de sécurisation du processus de sortie de crise entre 2007 et 2011. Ce qui s'est passé est une chose à la fois simple et complexe. En tout cas, il y a eu un problème et aujourd'hui, le gouvernement dit que oui, leur revendication est fondée parce que, selon l'accord de Ouagadougou signé par l'ensemble de la classe politique, ces soldats devaient être pris en compte, ils ne l'ont pas cité. Alors que les autres forces armées persévèrent leur salaire et leur prime, c'est légitime de leur donner cet argent et les autres corps n'ont pas à considérer cela comme injuste et exiger que, puisque leurs collègues ont perçu, au nom de la justice, et aussi perçoivent cela. Mercredi 18 janvier 2017, à l'issue d'un conseil de ministres, le gouvernement ivoirien a annoncé un plan d'urgence pour donner une chance aux négociations. Des mesures sont prévues pour répondre aux préoccupations des protestataires en ce qui concerne notamment la qualité de leur alimentation dans les casernes, les équipements, le logement ainsi que leur évolution professionnelle. Les autorités ont toutefois rappelé la nécessité pour ces soldats mécontents de faire preuve de discipline et de rassurer les citoyens de plus en plus inquiets. Des soldats est réellement de revendiquer des primes. Je pense qu'il y a des façons bien meilleures de revendiquer. Il ne s'agit vraiment pas aujourd'hui de faire peur à la population. Le gouvernement a laissé pourrir beaucoup de situations que l'on aurait pu régler depuis fort longtemps. Pour que la stabilité revienne justement, il faut que le gouvernement ait le courage de dire ce qui est aux fonctionnaires et de dire ce qui est exactement aux militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens véritablement de faire face à tout cela? C'est la question qu'on se pose. Les autorités ivoiriennes ont annoncé des mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des militaires, des gendarmes et des policiers, conformément à une série de lois récemment votées par l'Assemblée nationale. Concernant les événements qui ont occasionné 4 décès et plusieurs blessés le 17 janvier 2017, l'exécutif a annoncé l'ouverture d'enquêtes en vue de situer les responsabilités. Président de la République. Alfred, dites-nous en quelques mots finalement comment résumer l'actuelle situation politique en Côte d'Ivoire. Si au plan politique, la situation est à peu près stable, puisque le gouvernement est en place, les institutions républicaines fonctionnent, il y a une inquiétude du point de vue justement de l'armée et des corps de sécurité ivoiriens.
Je pense effectivement que le soulèvement qui est parti de Bouaké, la mutinerie des soldats pour réclamer leur solde, de mon point de vue, est injustifié, quel que soit par ailleurs. Mais les revendications, c'est ça la justesse, quelle que soit la justesse des revendications, Diarra. Vous estimez il y a des voies hiérarchiques à suivre. Lorsque la Grande Muette commence à se mutiner de cette manière-là, elle est en train de franchir justement une ligne qu'elle ne doit pas franchir. Est-ce que la crise va s'envenimer, d'après vous? Bon, l'État, par les réponses qu'il apporte aujourd'hui, essaie de parer au plus pressé. Mais je pense que ce sont des mesures structurelles qu'il faut prendre pour réformer complètement l'armée ivoirienne et les forces de sécurité ivoiriennes pour arriver justement à du personnel militaire et de sécurité discipliné. L'armée, c'est la discipline. Mais on parlait tout à l'heure justement de ces revendications. Si elles n'ont pas été entendues, peut-être que ce moyen est aussi une voie pour ces soldats d'atteindre leur objectif. Et puis finalement, le gouvernement a répondu un petit peu à leurs attentes. Donc peut-être que c'est un Je ne crois pas vraiment qu'ils aient suivi la voie hiérarchique, la voie qu'il fallait suivre. Le gouvernement est en train de parer au plus urgent, au plus pressé. Mais c'est compréhensible. Vu l'état d'ébullition où se trouvent toutes ces forces-là. Et puis ça fait un peu tache d'huile. On laissait partie de Bouaké, alors tout le monde se dit, mais puisqu'ils ont été réglés, rémunérés, il faut aussi que nous poussions de notre côté. Ça fait tache d'huile comme ça n'est pas normal dans un état de droit. Il y a des instances au sein de l'armée, au sein de forces de sécurité auxquelles doivent s'adresser justement les soldats et les gradés de l'armée. Sinon, on va dans l'anarchie, on va dans la félonie et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça, ni l'Afrique de l'Ouest non plus. Daouda, est-ce qu'on se dirige, d'après vous, vers une nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Bon, c'est pas à exclure, d'autant plus que, comme Alfred le disait tout à l'heure, ça fait tache d'huile. C'est-à-dire que là, maintenant, on parle des gardiens de prison, on parle de la douane, etc. Et ça montre quand même un problème de fond, au-delà du contexte politique d'une armée qui est composée en partie d'anciens rebelles à qui apparemment ces primes étaient dues. Au-delà de ça, ça montre quand même un problème de fond. Le problème de fond, c'est les conditions économiques, les conditions de travail, à la fois entre guillemets, ce qu'on peut appeler des corps habillés, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la douane, donc la crise etc. peut s'étendre. Il y a également la crise des fonctionnaires qui s'ajoute à cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure où il y a de quoi s'inquiéter et surtout où trouver les fonds pour satisfaire tout le monde finalement? Non, je pense que, pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire que, bon, comme vous le rappelez, hein, les fonctionnaires, donc ça montre également que la croissance inclusive dont on parle, elle n'est pas aujourd'hui garantie en Côte d'Ivoire, malgré les chiffres qui sont importants. Mais je pense également que la manière de faire n'est pas la bonne, même si c'est légitime. Je pense qu'il y a une part de légitimité dans les revendications. Sinon, le président Alassane Ouattara ne donnerait pas une suite favorable. Maintenant, bon, quand on est militaire, je pense que prendre des armes de cette manière-là, c'est condamnable. C'est pas du tout normal. Vous n'avez pas droit à la grève, etc. Un manque de discipline, d'après vous. Voilà. Mais ce qui me rassure dans ça, c'est que dans la structure institutionnelle des armées même de la Côte d'Ivoire, vous avez un chef d'état-major général des armées qui s'occupe des militaires, bien entendu. Vous avez un chef de la gendarmerie et la police à côté. Et par-dessus tout ça, le président de la République est chef suprême des armées. Donc ça va quand même empêcher un certain nombre d'alliances entre militaires, gendarmes et policiers, puisque le chef suprême reste le président Alassane Ouattara, en sachant également que la gendarmerie fait office de justice. Enfin, les justiciers des militaires, ce sont les gendarmes. Donc, on parle beaucoup aussi, on parlait de problèmes de fond, on parlait de M. Soro qui revient beaucoup dans ce dossier. Est-ce que vous pensez, Alfred, par exemple, que c'est une thèse plausible que M. Soro soit derrière cette mutinerie? Non, mais écoute, on attribue beaucoup de choses à Guillaume Soro, mais il n'est pas derrière cela. Il y a simplement une coïncidence entre le moment où il était réélu président de l'Assemblée et au moment où, à Bouaké, justement, il y a eu cette mutinerie des forces de l'armée ivoirienne. Je ne crois pas qu'il puisse être derrière ce mouvement d'humeur, finalement. Sinon, ça se serait arrêté uniquement à Bouaké, mais ça essaimait un peu partout, exactement. Il y a Moussoukro, voilà. Effectivement, mais M. Koning, que pensez-vous de cette crise actuellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous sentez que ça va plutôt s'envenimer ou alors dans quelques jours les tensions vont redescendre?
il faut faire une observation. Ce n'est pas seulement un mouvement d'humeur, c'est une crise assez profonde parce que lorsque les militaires soient obligés de faire la grève, de prendre en quelque sorte une ville en otage, voire la société en otage, c'est qu'il y a au départ une mauvaise gestion de leurs conditions de vie. C'est très important. Et là aussi, et au-delà de ce mouvement d'humeur, si on peut dire la chose comme ça, de cette crise, il faut se demander aussi si l'État et la société ivoirienne sont bien réconciliés, si les dirigeants et la société ivoirienne ont scellé leur réconciliation. C'est un problème de fond qui doit être revu par la Troisième République ivoirienne, parce qu'il faut revoir la situation et de tous les corps des peuples ivoiriens, parce qu'on a tendance à dire le peuple du Nord et du Centre et du Sud, si vous voulez, mais donc une réconciliation qui n'est pas finalement actée, qui montre d'autres problèmes. Il faut revoir ça. Et puis, il y a toujours des problèmes de gestion dans nos États. C'est que ceux qui sont en charge de la société, comme de la société en armes, ou bien en tenue, comme vous dites, se préoccupent davantage de leurs intérêts que de ceux à qui ils ont la charge. Donc là, c'est très important. Et il ne faut pas seulement limoger les chefs d'état-major des armées. Il faut résoudre le problème de commandement et de la gouvernance de ces corps d'armée. Alors, Monsieur Toneng, on a un autre pays où il y a un autre problème, cette fois, et plutôt d'ordre électoral. Le temps semble en effet suspendu en Gambie. Depuis minuit, le pays retient son souffle. Le mandat du président Yaya Jammeh s'est officiellement terminé ce 19 janvier, mais le président sortant refuse toujours de quitter son siège. Les dernières tentatives de médiation de la Mauritanie n'ont pas donné de résultats immédiats. L'ONU se prononce ce jeudi au sujet de cette intervention militaire de la CEDEAO. Les officiers d'état-major de la force en attente de cette CEDEAO planifie les opérations depuis le Sénégal. D'ailleurs, c'est à Dakar que s'est tenue ce jeudi l'investiture du nouveau président Adama Barrow. On va écouter à ce propos l'analyse de Pierre Franklin Tavares, analyste politique. Je pense qu'il est en train de travailler un champ de possibilités jusqu'à la dernière limite. Et parmi elles, il y a, je crois, pour lui, l'intention de faire monter les enchères, notamment en décrétant l'état d'urgence, c'est-à-dire en convoquant tout le corps social, en le mettant en coupe réglée et en même temps en disposant des forces régaliennes de l'État, c'est-à-dire l'intérieur, la frontière et donc l'armée, la gendarmerie, etc., à faire en sorte qu'il monte la pression dans le cadre d'une négociation. Il y a cette possibilité que, à mon sens, l'Union africaine et notamment la CEDEAO devrait encore exploiter jusqu'au terme pour éviter éventuellement un embrasement qui serait ni souhaitable pour la Gambie, quand on sait la situation qui prévaut, la situation chaotique qui est en train de prendre corps en Côte d'Ivoire. Je pense, avec l'instabilité bissau-guinéenne, je pense qu'il faudrait que la CEDEAO soit extrêmement vigilante et prudente pour ne pas ouvrir un second front difficile pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours maintenir la pression. L'option militaire doit être également envisagée, mais jusqu'à la dernière minute comme option pour faire en sorte qu'il puisse sortir de là, si je puis dire, avec tous les avantages pour le peuple gambien. Alors Daouda, on le voit, la situation en Gambie, elle semble confuse et en même temps compliquée. Finalement, pourquoi les forces de la CEDEAO n'ont pas intervenu ce 19 janvier à minuit comme elles l'intervenaient ? Bon, effectivement, beaucoup d'observateurs pensaient que l'intervention allait être faite tout de suite. Mais moi, je reste de ceux qui sont convaincus qu'il fallait attendre l'investiture du président Barrow, Adama Barrow. Pourquoi ? Parce que, effectivement, même si la CEDEAO est légitime pour intervenir, cette légitimité est accentuée. Il n'y a pas une urgence, là, actuellement, d'agir, justement, au lieu d'attendre cette intervention, bon, franchement, cette prestation de serment ? On n'est pas à 24 heures près. Le président élu est en sécurité à Dakar. Le pays reste calme aujourd'hui. Donc, pour moi, on n'est pas à 24 heures près. Maintenant, d'un point de vue institutionnel, est-ce qu'il va
donné la force véritablement à cette intervention, c'est que le président Barrow lui-même, en personne, une fois investi, après avoir prêté serment, va demander officiellement à la CEDEAO d'intervenir dans le pays qu'il dirige. Mais Alfred, il a déjà intervenu, il a déjà prêté serment, ça a lieu tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il a une légitimité aujourd'hui, tout en sachant qu'il dirige, en tout cas officiellement, depuis ce jour, depuis le Sénégal ? Alors, le problème n'est pas tant de sa légitimité ou non. Il a été élu, il a remporté l'élection présidentielle. Il restait effectivement son investiture. Je crois que effectivement, il faut épuiser toutes les possibilités de dialogue avant d'aller à l'affrontement militaire. On sait que les armées sont en train de se préparer. La Gambie est cernée par les troupes, les forces de la CEDEAO qui attendent le feu vert des Nations Unies. Et c'est très bien justement que le Sénégal ait demandé aux Nations Unies de donner son feu vert. Parce que la CEDEAO aurait pu demander à l'Union africaine directement. Mais pour avoir une plus forte légitimité internationale, il faut que ça vienne des Nations Unies. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que, comme dit Daouda, on n'est pas 24 heures près. Yahya Jammeh donne des signaux contradictoires. D'un côté, effectivement, il a fini par se faire, puisque, au fond, tout le monde qu'il convoque dit non. Le président de la Cour constitutionnelle, non. Des ministres qui démissionnent, etc. On a entendu le chef d'état-major dire que le président élu revienne, on va assurer sa sécurité, etc. Il est en train d'être lâché de plus en plus. Et je pense que le fait qu'il y ait eu plusieurs négociations, plusieurs chefs d'État qui sont passés par là, c'est très important. Oui, justement, c'est là où il est acculé finalement, parce que on lui a donné toutes les possibilités. Le Maroc est intervenu. Donc pourquoi ne pas intervenir militairement? Non, parce que justement... cette diplomatie n'a pas finalement donné de résultat. Je pense qu'on n'a pas épuisé toutes les possibilités diplomatiques. Alors qui doit intervenir? Bien, pour le moment, on attend le cheminement des Nations Unies, mais là aussi les discussions en coulisses continuent avec Yahya Jammeh. Bien. Donc, c'est facile de dire, ben oui, il faut y aller. Mais les victimes, ça sera qui? C'est toujours les populations civiles. Voilà. Et je crois qu'il faut effectivement un peu de patience avec Yahya Jammeh. Il est en train d'être lâché par pratiquement tout le monde. Et il finira par partir. Monsieur Toney, est-ce que vous pensez, vous, que cette intervention militaire doit attendre, comme le pensent nos éditorialistes? Je pense que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de sauver la démocratie gambienne qui vient de naître. Et pour que ça se fasse, il faut prendre le temps nécessaire, que tout soit en règle en quelque sorte. Donc l'intervention, s'il devrait avoir lieu, sera en accord avec le président élu et maintenant... qui a prêté serment. On ne peut pas non plus intervenir n'importe comment, dans la mesure où il y a la sécurité du peuple qui doit être assurée. Il y a enfin la nécessité aussi de laisser une dernière chance à l'ancien président. Mais avec quel argument convaincre le président sortant Yahya Jammeh? Quels arguments il faut mettre sur la table aujourd'hui? Il est sûr qu'il s'est mis dans une situation assez délicate. Aujourd'hui, on peut intervenir. Ce serait la voie des sages. Intervenir militairement, vous dites? On peut intervenir militairement, mais avec toutes les garanties pour éviter que la position du président actuel soit mise en cause plus tard. C'est très important de le faire, d'aller étape dans les par règles. étape. Faire dans les règles. Est-ce que de toute façon l'armée gambienne a les moyens de faire face à une armée éventuellement de la CEDEAO? On parle de 2000 soldats répartis entre l'armée et la garde nationale, il y a l'armée de l'air et la marine qui comptera quelques dizaines de soldats, et une armée aussi qui paraît divisée. Est-ce que l'armée gambienne, si éventuellement il y a une intervention, elle sera en mesure d'assurer... Pour terminer sur ce point, je pense qu'elle ne pourra pas se battre contre les armées coalisées. C'est un point. Est-ce qu'elle va soutenir le président surtout? Non, elle ne va pas soutenir dans la mesure où les chefs d'état-major
démissionne ou propose une autre solution, c'est-à-dire le président et lui reviennent, on va assurer ça. Ça veut dire que ils ont démissionné, ils ont déjà lâché le président sortant. Mais Alfred, dites-moi, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on va réussir à convaincre le président sortant, Yahya Jammeh, qui pour le moment n'a donné aucune once, en tout cas, d'envie de laisser ce siège présidentiel en Gambie. Bon, on sait qu'il est fantasque, hein. Je crois l'avoir rappelé plusieurs fois ici avec Yahya Jammeh, on ne sait jamais, donc voilà, tout le temps il est en train de louvoyer. Non. Il faut arriver, à convaincre le reste du noyau de l'armée qui est autour de lui de le lâcher. Ça, c'est une première chose. Pour le moment, le peuple gambien est dans l'expectative, ne manifeste pas ni pour ni contre lui, attend justement qu'une solution politique soit proposée. Les ministres qui ont reconduit son mandat pour 3 mois et les députés, ça on sait que c'est la panique parce qu'ils ont peur justement de se faire avoir. Donc ça c'est une première chose. La deuxième qu'il faut continuer à faire, c'est de voir parmi les chefs d'État africains ceux que Yahya Jammeh est prêt à entendre. Évidemment, il ne veut pas entendre parler de Macky Sall parce qu'avec le Sénégal, ça a toujours été un peu compliqué. Le Sénégal fait d'ailleurs pression sur cette, beaucoup, crise. Exactement. Et puis, peut-être renvoyer le négociateur marocain qui était là, mais qui n'est pas resté trop longtemps pour arriver. Parce qu'au fond, la crainte de Yahya Jammeh, c'est de savoir après ce qui sera poursuivi ou non. C'est ça sa vraie crainte. Et donc, est-ce qu'il faut lui donner des garanties qu'il ne sera pas poursuivi? Est-ce qu'il faut lui donner des garanties dans son exil? Parce que l'une des réponses qu'il avait données lorsque la négociation, enfin les négociateurs de la CEDEAO sont venus, c'était que Charles Taylor était parti au Nigeria, il avait obtenu l'asile, 3 ans après on l'avait arrêté, il s'est retrouvé justement à la CPI. Donc attendre d'autres garanties. Exactement, mais il faut épuiser vraiment toutes les solutions pacifiques avant d'intervenir. Merci pour ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.